Ce gars-là, contrairement à ce que tu peux penser, c'est pas un extraterrestre. Non, c'est toi, c'est moi, c'est nous, dans 1 million d'années. Un géant de plus de 2,50 m avec une très grosse tête, plus un poil sur le caillou, de longs membres atrophiés et des pouces gigantesques. On est d'accord, c'est pas très flatteur. Des représentations comme celle-ci, on en trouve plein qui circulent sur Internet. Mais sont-elles réalistes? Sur quoi se basent-elles? Bref, faut-il vraiment y croire? Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de mener ma petite enquête. Et tu vas voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Un vieux prof d'histoire que j'avais en terminale, Monsieur Leroux, nous a dit un jour « Si vous voulez vous faire une idée du futur, retournez-vous et regardez le passé ». Je voyais pas trop où il voulait en venir, Monsieur Leroux. En plus, j'aimais pas trop ce prof parce qu'il me collait toujours des sales notes. Et bon, bref. Mais lorsque j'ai commencé mon enquête sur l'homme du futur, sa petite phrase m'est revenue en mémoire. Et finalement, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pour savoir à quoi on ressemblera dans 1 million d'années, il faut d'abord regarder à quoi ressemblaient nos ancêtres il y a 1 million d'années. Pourquoi j'ai choisi cette échelle de temps? Eh bien parce que 1 million d'années, c'est le temps minimum pour qu'une espèce se transforme en une autre. C'est le temps qu'il a fallu à cet individu, Homo erectus, pour se transformer en Homo sapiens. En nous, quoi. Homo erectus, ça signifie l'homme debout, ou l'homme droit, ou redressé. Bref, c'est un gars qui sait se tenir. Il est beaucoup plus proche de nous que du singe. Pour savoir à quoi ressemblait Erectus, j'ai contacté l'un des meilleurs spécialistes en la matière, Alain Froment. Il est professeur d'anthropologie au Musée de l'Homme. On a la chance d'avoir trouvé au Kenya un squelette quasiment complet, il y a presque 2 millions d'années, mais c'est un Homo erectus et il nous ressemble beaucoup du point de vue squelettique. En dehors de son crâne, qui est encore considéré comme archaïque, la station debout est non seulement acquise, mais la course est acquise. La curiosité fait que c'est lui qui sort d'Afrique, c'est lui qui colonise l'ensemble de l'ancien monde, mais en tout cas à partir d'Homo erectus, c'est-à-dire depuis au moins 2 millions d'années, on a une physiologie qui est comparable à la nôtre, on a une peau nue, et puisqu'on est en Afrique, une pigmentation assez foncée. Au fil des millénaires, ses descendants se sont divisés en 2 branches d'Homo distinctes. D'une part, Homo neanderthalensis, qu'on appelle aussi l'homme de Néandertal. Il avait une tête d'acteur celui-là, non ? Le pauvre, il a disparu des écrans radars il y a environ 40 000 ans, et on ne sait même pas pourquoi. D'autre part, Homo sapiens, c'est-à-dire nous, qui est apparu il y a environ 300 000 ans. Ah voilà, on est quand même plus beau. Il a une tête d'acteur lui aussi, celui-là, non? Bref, on a évolué. Bon, moi quand j'entends le mot évolution, je pense tout de suite à Pokémon, évidemment. Sauf que c'est un processus bien plus complexe. Le passage de lui à nous ne s'est pas fait en 2 jours. C'est un mécanisme très transitionnel, très progressif. Il se passe souvent à la marge, c'est-à-dire qu'il y a une espèce qui se disperse dans une certaine aire géographique et donc une mutation peut apparaître dans un groupe et pas dans l'autre. Et cette mutation, elle peut être extrêmement intéressante. Par exemple, en ce qui concerne l'évolution cérébrale, on connaît plusieurs gènes que les chimpanzés n'ont pas, mais ils ont conduit à ce que les neurones soient plus importants. Tu l'as compris, l'évolution, c'est un processus très lent dont on ne peut voir les effets que sur le long terme. Alors, avec le temps, beaucoup de temps, allons-nous vraiment finir par ressembler à ce géant chauve? Moi, ça m'inquiète un peu. J'ai pas trop envie que mes arrière-petits-enfants se pointent en soirée avec cette dégaine, franchement. Bon, prenons les choses dans l'ordre. La taille, d'abord. Allons-nous mesurer 2,50 m ou plus? J'ai fait mes petites recherches. Écoute ça. La taille moyenne des humains a augmenté de près de 10 cm sur les 100 dernières années. C'est 1 cm par décennie. En France, par exemple, la taille moyenne des hommes est passée de 1,66 m en 1914 à 1,75 m aujourd'hui. Si on continue à ce rythme, on atteindra les 2,50 m plus vite que prévu. Et on pourra tous être basketteurs en NBA. Hein? Non? Pourquoi non? Depuis disons l'époque industrielle, on voit une croissance assez nette, mais il y a une limite physiologique qui fait qu'on ne grandira pas davantage. Notre espèce, elle est faite pour mesurer une certaine taille, pour peser un certain poids. Il y a un problème donc biomécanique, c'est que quand vous augmentez la taille, vous devenez de plus en plus lourd. Et si vous devenez trop lourd, le squelette tel qu'on l'a actuellement chez nous, il ne peut plus nous supporter. On ne peut pas globalement dépasser une moyenne de 2 mètres. Merci Alain. Première conclusion, faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. Toutefois, sur Internet, certains spécialistes affirment que si on ne devient pas super grand par la taille, nos mains et nos pouces, eux, vont vraiment s'allonger.
Nos doigts vont grandir pour s'adapter aux touches des ordinateurs. Et notre pouce va aussi s'allonger à force de scroller sur les smartphones. Un pouce qui pousse. Elle est bien bonne celle-là. Bon, ça me surprendrait pas parce que des recherches récentes semblent bien le confirmer. Une étude anglaise, par exemple, révèle que l'usage du smartphone a déjà entraîné une augmentation de 15% de la taille du pouce chez 13% des 18-34 ans. Ça fait du monde. Mais bon, il en pense quoi, Alain ? Les écrans n'existaient pas il y a quelques décennies et n'existeront plus dans quelques décennies. Ça sera d'autres technologies. Quand on regarde par exemple la main des adolescents, c'est que on peut développer certains muscles qui sont liés à la technologie telle qu'elle est actuellement. Mais dans la mesure où cette technologie elle-même va évoluer très vite et dans la mesure également où notre biologie à nous est très lente, il est évident que cette technologie n'influe en rien notre squelette. Ça ne change absolument pas notre morphologie parce que notre corps n'a pas le temps de s'adapter fonctionnellement autrement que par un petit entraînement sportif. Sauf preuve du contraire, l'homme du futur ne mesurera pas 2,50 m et ses pouces ne seront pas plus grands que les nôtres. Ouf, on ne ressemblera pas à Gollum. Quoique, si on regarde bien, Gollum, il ressemble un petit peu à notre homme du futur. Il a plus de poils. Or, il paraît qu'en évoluant, on va les perdre. Regarde, ça, c'est Lucie, un australopithèque. C'est aussi un ancêtre à nous. Elle vivait en Afrique de l'Est il y a environ 3 millions d'années. C'est l'arrière-grand-mère d'Homo erectus. Eh bien, elle possédait une belle fourrure qui ressemble un peu à celle des chimpanzés actuels. Mais avec l'évolution, sa descendance l'aurait en partie perdue. Homo habilis, son petit-fils, était moins fourni, Homo erectus encore moins, et nous, encore moins. Enfin bon, ça dépend qui, évidemment. Alors pourquoi a-t-on perdu notre fourrure ? Mais non, c'est pas du tout parce qu'on met des vêtements. Ça, c'est une conséquence de la perte de notre fourrure, pour ne pas avoir froid, et un peu aussi pour le look, quand même. D'après les scientifiques, si on a perdu une grande partie de nos poils, ce serait pour une histoire de climat qui a changé. Il y a un peu moins de 3 millions d'années, une baisse des précipitations en Afrique de l'Est a contribué au remplacement des forêts par de vastes savanes. Pour s'adapter, les descendants des australopithèques ont été obligés de se dépenser plus pour se nourrir, en marchant, en courant. De cette manière, ils ont augmenté leur température corporelle. C'est cette modification du mode de vie qui aurait entraîné chez leurs descendants la perte de leur fourrure. Ces poils étaient devenus une gêne pour la transpiration. Mais d'ailleurs, ces poils, est-ce qu'on les a vraiment perdus ? Non, je dis ça parce que quand je me regarde de près, j'ai l'impression d'en avoir partout. Attends, je regarde. Ah oui, j'en ai partout. Eh bien, c'est une découverte, je suis poilu comme un australopithèque. Ah mais ne rigole pas, toi aussi. J'en ai la chair de poule. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu savais que ce réflexe, la chair de poule, nous vient aussi de nos ancêtres quand ils avaient encore leur fourrure ? Je t'explique. Quand il fait froid et qu'on n'est pas assez couvert, nos poils se dressent et de toutes petites bosses apparaissent à la surface de la peau, à la base de chaque poil, en fait. Notre peau prend alors l'apparence d'une peau de poulet plumé. Ça, c'est la chair de poule. Enfin, les scientifiques ne parlent pas de chair de poule, mais d'horripilation ou de piloérection. Ça fait plus sérieux. Il s'agit d'un réflexe ancestral présent chez la plupart des mammifères recouverts de poils. En gonflant leur fourrure, les animaux emprisonnent l'air, ce qui crée une couche isolante protectrice qui leur permet de se protéger du froid. Au fil de l'évolution, nos poils à nous sont devenus beaucoup plus fins. Cependant, nous avons conservé ce réflexe qui, il faut bien l'avouer, ne sert plus à grand-chose. Alors, notre homme du futur, il aura encore la chair de poule ? S'il conserve un duvet sur le corps, c'est tout à fait probable. Mais aujourd'hui, aucune étude sérieuse n'est capable de dire si, oui ou non, nos poils auront définitivement disparu dans 1 million d'années. Et le cerveau, dans tout ça, dans 1 million d'années, il sera plus gros, plus lourd ? On sera plus intelligent ? Bref, on aura la grosse tête ? C'est ce que certains imaginent. Et c'est logique, car s'il y a un truc qui a beaucoup changé chez l'homme depuis 2 millions d'années, c'est bien le crâne et son cerveau. Il suffit de comparer un crâne d'Homo sapiens avec celui d'Homo habilis, l'ancêtre d'Erectus, ça saute aux yeux. Le cerveau d'Homo habilis avait un volume moyen de 700 cm3, contre 1400 cm3 chez nous. Mais doit-on considérer que notre cerveau va continuer à grossir indéfiniment ? D'abord, il y a une contrainte mécanique, c'est la grossesse. Nous, avec notre gros cerveau, c'est déjà toute une aventure, l'accouchement. Il faut que le bébé se contorsionne, etc. Et il a pratiquement, du point de vue du diamètre de sa tête, le même que le diamètre du bassin. Un petit chimpanzé, il passe très facilement parce qu'il a une petite tête. Depuis l'évolution humaine qui a favorisé un gros cerveau, on arrive pratiquement au maximum. Donc de ce point de vue-là, on est limité. Et on ne pourra pas avoir une plus grosse tête à moins de remanier complètement le bassin. Évidemment,
pour accoucher, il faut que la tête puisse passer. Mais le problème, c'est que si le bassin des femmes s'élargissait un peu plus pour faciliter l'accouchement, elles risqueraient d'avoir du mal à marcher. Ce serait quand même ballot. Mais on peut aussi imaginer que le crâne et le cerveau pourraient grossir bien après la naissance, dans des proportions plus importantes qu'aujourd'hui. Mais là encore, c'est peu probable, car à partir d'un certain volume, notre cou ne pourrait plus supporter le poids d'un crâne trop lourd. A l'inverse, d'autres imaginent que notre cerveau deviendra plus petit. Bah oui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les machines sont capables de faire aussi bien et même parfois mieux que notre cerveau. Si la machine devient plus intelligente que nous, au fil des générations, nos cerveaux seront de moins en moins sollicités et ils pourraient finir par perdre du volume. Ça fait peur. Mais là encore, rien ne le prouve. Autrefois, on faisait du calcul mental et avec l'apparition des calculettes, on a délégué ça et les gens ne connaissent plus leur table de multiplication. Ça peut être une diminution de capacité, mais si on réinvestit nos capacités sur autre chose de plus intelligent, à ce moment-là, ça n'est pas vraiment nuisible. L'apparition fracassante de l'intelligence artificielle fait que beaucoup de choses qui demandaient des efforts du point de vue cognitif deviennent plus faciles. C'est un outil qui s'appuie sur tout ce que les hommes ont découvert. Ça n'impacte pas en tant que tel le fonctionnement du cerveau. Donc je ne le vois pas comme quelque chose qui diminue ce qu'on a d'humain en nous, mais plutôt comme un potentiel nouveau. Ok, j'ai paniqué pour rien. Alors au final, à quoi ressemblera l'homme dans 1 million d'années? Bon, t'as compris, on ne peut pas le savoir. Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de chances qu'il ressemble aux créatures imaginaires qui pullulent sur Internet. Et ça, c'est pas dommage parce qu'ils sont quand même très moches.